Salut tout le monde, on est présentement à Saint-Urbain-Premier. On est au vignoble de la famille Cortolino. On cherchait un produit pour accompagner notre cheeseburger. On s'en va rencontrer Sophie qui va nous présenter son art, la conception de vin. Je trouve ça vraiment beau chez vous. Écoute, c'est paradisiaque. On a un beau coin. Vraiment, là, c'est très chaleureux. Tu pourrais-tu me parler un petit peu des débuts de la famille Cortolino, comment ils se sont investis dans ce projet de vignoble-là? Oui, oui. Bien, en fait, on a parti ça en 2009. OK. Fait que c'est moi puis mon père, dans le fond, qu'on a eu l'idée là, de partir le vignoble. OK. Donc, on a parti ça ensemble. Nice. Mon père faisait déjà son propre vin. Il y avait quelques vignes. Puis là, ben, vu que les deux, on aimait ça, on s'est dit, ben, on va partir ça en grand, on va partir un vignoble. Fait que 2009, on a planté 4400 plants de vignes. Oh wow! Ça veut dire qu'ici, il n'y avait rien auparavant ou... Ici, c'était un champ de foin. Oh wow! OK, cool. Donc, c'était plus la grande culture là, qui était faite ici. OK. C'était loué, dans le fond, à un autre agriculteur là, qui exploitait les terres. Donc, non, il n'y avait pas du tout de bâtisse, de terrain. Il n'y avait pas la cuverie, il n'y avait pas les vignes non plus. Donc, on est vraiment parti de zéro là, pour partir le vignoble. Là. Du moment qu'on plante une vigne, aller à la première bouteille, bien, ça peut prendre 5 ans là, avant d'arriver là, de la vigne à la première bouteille. Là. Okay. Oui. Fait que quelqu'un qui veut se lancer un peu dans cette industrie-là, il faut qu'il ait quand même un bon background ou les reins assez solides pour être capable de subvenir à ses besoins quand même un certain temps. Là. Oui, pendant les premières années, justement, parce qu'il n'y a aucun revenu, là, dirons, pendant les premières années. OK. Puis même après ça, même après 5 ans, comme je dis, c'est des petites productions, c'est pas encore des... Des masses. Non, c'est ça. C'est pas encore des grosses productions, là, non plus. Là. All right. J'ai déjà planté ça, moi, un vigne. Oui. Puis ça avait pris longtemps. Puis même, j'ai jamais vu vraiment des raisins apparaître. Ici, tu vas nous présenter, dans le fond, des bébés vignes. Oui. Bien, en fait, on achète des boutures. OK. Fait que là, cette année, justement, on a une nouvelle plantation. Fait que ça, c'est des petits bébés plants de cette année là, qui ont été plantés là, au mois de juin. OK. Donc, ils ne sont pas encore très grands. Donc, justement, fait que là, ça va leur prendre là, 3 ans là, avant d'arriver là, à avoir une petite production. OK. Puis après ça, là, 4e-5e année, là, avant d'avoir un petit peu plus de raisins, tout ça. Donc, tout simplement, là, il faut les laisser pousser là, la première année. 2e année, parfois, ils peuvent arriver là, qu'il y a des raisins. OK. Il faut les enlever. OK. Il ne faut pas les garder, il ne faut pas les laisser aller. Non, c'est un petit peu crève-cœur, là. On voudrait les garder. Ouais, pour goûter, voir qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Commencer déjà à récolter. Mais non, qu'est-ce qui est important, les premières années, vu que les vignes sont implantées pour vraiment plusieurs années, c'est que leur implantation, justement, se fasse bien, donc de leur système racinaire. Okay. Donc, on met toute l'énergie sur le système racinaire. C'est pourquoi qu'on doit enlever là, les grappes là, les premières années. Là. OK, je comprends. Oui. Est-ce qu'un plant peut devenir trop vieux? Je suis curieux, on parle de, un plant a besoin de 3 ans, mais est-ce que, mettons, après 20 ans, le plant est plus bon ou... Les plants de vigne, ça peut durer vraiment longtemps. OK. Puis après ça, c'est selon la gestion du vignoble. Ça peut être 25 ans, ça peut être 40 ans, 75 ans. Si la personne s'en occupe longtemps... Oui. Qu'est-ce qui arrive avec les vignes? C'est un petit peu peut-être comme nous autres. Fait qu'on, plus qu'on vieillit, plus qu'on va aller chercher de la qualité dans le raisin. Okay. Parfois, la productivité, elle va être peut-être un peu moins là. OK, ouais, je comprends la comparaison. Mais on gagne en qualité par rapport après ça quand les vignes vieillissent. OK, là. cool. Pourrais-tu nous parler un peu des cépages, des raisins bleus puis des raisins verts pour voir un peu c'est quoi? Est-ce que c'est le même traitement que vous avez ou les... De façon générale, dans la vigne, on va les gérer à peu près de la même façon. Okay. Là, ici,
Ça, on tasse un petit peu le filet qui est installé pour les oiseaux. Ici, on a du marquette. Donc, cépage rouge, on fait du rouge. On fait du Terra Nostra. Tu as goûté? Bien sûr. On fait du Terra Nostra avec ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant quand on y goûte? Ah, il est mûr, hein? Il est prêt. On va le ramasser, celui-là. Donc, on croque même les pépins pour voir justement qu'il est prêt. Là, il est à point. Les pépins ils vont presque avoir un petit goût presque de noisette. OK. À ce moment-là. Je trouvais qu'il était croustillant, justement, comme il y avait l'air pas d'un grain... Vert. Ouais, exactement. Fait on sait qu'il n'est pas vert, tout ça. On sait qu'il est à point. Donc, c'est ça. Ça, c'est le marquette là, qui va donner qu'on fait notre Terra Nostra avec ça. Fait que ça donne, justement, avec les tanins, les pépins qui sont dedans. OK. Ça donne vraiment des tanins souples après ça dans le vin. Fait que ça fait des vins avec des belles rondeurs, puis une belle complexité. C'est vraiment quelque chose, c'est un cépage vraiment très, très intéressant que je pense qu'on va voir de plus en plus au Québec. OK. Il y a vraiment un très, très bon potentiel pour faire de très bons vins. Est-ce que dans le métier de vigneron, là, pour attirer, mettons, une relève, est-ce que il y a des avantages outre que la nature, parce que là, on ne va pas s'assiner là-dessus, que le côté paysage puis le côté environnement de travail, c'est vraiment nice, là. Mais comme pour attirer de la relève dans ce domaine-là... C'est quand même le plus gros avantage. Puis l'alcool à portée de main, mettons. Mais d'être toujours dans la nature. Puis la vigne, surtout comme là, nous, on travaille avec des cépages hybrides. Donc, qui n'ont pas une histoire comme les vinifera. Donc, les vinifera, c'est comme les chardonnays, les riesling, dans d'autres pays qui ont vraiment une longue historique. Les cépages hybrides, c'est nouveau. Donc, on crée cette histoire-là. Donc, en même temps, il y a plein de recherches à faire, il y a plein d'explorations. Okay. Fait que tu te lèves le matin, puis tu vas en apprendre toujours. C'est toujours une exploration, c'est toujours une recherche. On finit jamais d'apprendre. On finit vraiment jamais d'apprendre dans ce domaine-là. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on est vigneron, on fait le raisin, mais on est aussi des petits chercheurs. Des petits scientifiques qui essaient des essais et des erreurs. Puis, on fait toujours plein d'essais. C'est super, ça. Une personne là, qui se lève pour venir travailler sur la vigne, c'est quoi un peu son quotidien? On peut commencer, mettons, au début de l'année, se rendre brièvement vers la fin de l'année. Un peu, c'est quoi ses journées quotidiennes? Bien, en fait, au tout début, au printemps, on commence par la taille. Okay. Donc, c'est vraiment, là, tout, là, qu'est-ce qu'on voit ici, là, en vert, les feuilles, là, on coupe tout ça. Okay. Donc, on va laisser que 2 bourgeons, là, proches du tronc. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, la première étape, là, c'est vraiment d'aller tailler tout le vignoble au complet. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines là, à faire cette première opération-là. Combien de personnes à peu près qui font ça? Bien là, pour l'instant, on est 5. Okay. Donc, il y a moi, mon conjoint, mon père, puis on a 2 employés là aussi là, qui nous aident là, dans le champ. Cool. Fait que là, c'est la première opération. Après ça, les vignes vont commencer à pousser. On a des fils releveurs. Donc, le système de palissage, les fils sont par terre en début de saison. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les prendre, on va les relever pour vraiment que le feuillage reste vraiment bien aligné ensemble. On veut vraiment un beau mur de feuilles, là. Garni. Oui, c'est ça, que tout se tienne bien, puis que ça soit pas trop compact. Donc, on va faire ça selon les cépages à 2-3 reprises là, okay. Après ça, selon la saison. Donc, il y a des journées qu'on fait beaucoup de pas. Pour 12 000 plants, il y a des on quelques marche longtemps. kilomètres. Hein? Oui, fait qu'on va marcher longtemps. Après ça, pendant que la vigne, après ça, elle pousse de plus en plus haut, on va faire du rognage. Donc, on va lui couper la tête à 2-3 reprises aussi. Justement, parce que sinon... Il va chercher à grandir tout le temps. Puis... Oui, c'est ça. Fait que là, elle retomberait, il y aurait trop de feuillage. Donc, on veut limiter là, son feuillage. Donc, on va rogner la vigne, puis on va
On va lui couper un petit peu la tête et effeuiller le côté des vignes. OK. Pendant tout ce temps-là, il faut tout le temps s'occuper de la mauvaise herbe. Ouais. Donc, on va, entre-temps, plusieurs fois pendant l'été, passer pour désherber de façon mécanique là, les entrerangs et puis tondre le gazon aussi dans les rangs. Profiler plus de mauvaises herbes. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on veut une bonne gestion aussi des mauvaises herbes pour que vraiment éviter justement qu'il y ait des maladies fongiques puis tout ça qui viennent s'installer dans le vignoble pour que tout soit bien aéré. Puis justement, entre ça aussi, il y a des traitements phytosanitaires là, qu'on doit faire là, pendant la saison, là, tout au long de la saison. OK. Jusqu'à la fin, justement, on arrive puis on met les filets pour pas que les oiseaux, après tout ce travail-là, que ce soit les oiseaux qui viennent se régaler. Exactement. Puis après, j'imagine, une étape importante, c'est la récolte. Oui, oui. Encore les 5 mêmes personnes qui font la récolte? Ah non, là, on est une belle gang, par exemple. Belle gang? Oui. Parce que quand on récolte, on doit tout récolter, le même cépage, la même journée. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on organise des samedis avec des gens, des bénévoles. Fait que souvent, c'est des clients qu'on a rencontrés pendant l'année qui vont s'inscrire pour les vendanges. Fait que passe toute la journée, on ramasse le raisin. OK. Nous autres, on offre le dîner, le verre de vin. Cool. Puis les gens passent une belle journée plein air à soleil, ramasser. Oui, c'est ça, à ramasser le raisin. Fait que souvent, on peut avoir entre 40, 50 personnes là, OK. qui vont venir dans la journée là, pour venir nous aider à ramasser le raisin. là. Super, ça. Ensuite, vous les emmenez, j'imagine, dans une chambre froide ou... Non, après ça, c'est directement la transformation. Ouais, OK. Fait que plus le raisin est frais, le mieux que c'est après ça pour faire la transformation. Donc, dès que le raisin est fini d'être ramassé, on l'amène dans le chai, puis on commence la transformation du raisin. Cool, ben je suis impatient d'aller voir ça. On va aller voir ça. Cool. Écoute, Sophie, on se retrouve en ce moment dans ton laboratoire où est-ce que vous faites la conception du vin. Oui. À côté de nous, on a une super de belle machine métallique stainless. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Bien, en fait, ça, c'est une presse. OK. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est les journées des vendanges. Le raisin, il arrive ici. OK. En premier, on va le mettre dans un fouloir pour vraiment enlever la raufe. OK. Après ça, qu'est-ce qui est pour le vin blanc et le vin rosé? On met le raisin dans la presse pour vraiment écraser le raisin, sortir juste le jus. Fait que le jus qui va couler, là, dans le fond, en dessous. OK. Fait qu'on a, on a un bac, là, dans le fond, qui est installé en dessous, là, qu'on va retirer le jus qui tombe en dessous. Ensuite, ce jus-là, on le met dans une cuve. Puis c'est là qu'on part la fermentation alcoolique du vin pour le blanc, le rosé. Fait que ça va être juste le jus là, qui va être fermenté. Pour le rouge, Ouais. là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une fois que la rafle est enlevée, on prend tous les raisins, là, on les met dans les cuves. OK. On va faire la fermentation alcoolique. Fait que Sans les écraser du tout, là. Vous laissez juste le raisin... Fait qu'on va tous les mettre tout ensemble. Ça va faire un petit peu comme une genre de grosse bouillie, Oh, tout ouais. ça, qui va fermenter pendant plusieurs jours. OK. Comme je disais, les pépins, fait qu'il va apporter les tanins, la peau qui va apporter la couleur aussi au vin. Fait qu'on fait tout macérer ensemble. Une fois que la fermentation est finie, là, on réutilise encore la presse, on met le vin. Là, c'est vraiment rendu à l'étape vin, donc il y a de l'alcool dedans, qu'on met dans la presse, qu'on va presser, on refait ressortir le vin, qu'on remet après ça aussi dans une cuve. Vous le refaites fermenter encore une autre période ou... Non, après ça, la fermentation est finie. Oui. OK. Oui, fait qu'avant qu'on le mette dans la presse, la fermentation elle va être terminée. Déjà bien alcoolisé. Oui, oui. Je peux savoir pourquoi, peut-être, la différence entre le blanc et le rouge? Bien, en fait, dans le rouge, c'est ça. On va aller chercher tout ce qui est couleur, tanin, les arômes. Donc, en faisant vraiment tout macérer ensemble, c'est ça qu'on va aller chercher. OK. Tandis que dans le vin blanc, le vin rosé, il n'y a pas de tanin. Donc, on ne veut pas aller chercher les vins rosés. On prend le cépage qui est rouge, on va le presser.
Donc, le jus va avoir été en contact avec la peau que quelques heures, pas pendant plusieurs jours, ce qui fait la teinte du rosé. Oui, c'est ça. Ça fait que ça fait aussi des vins plus légers, vu que c'est juste le jus qui fermente et non tout le raisin ensemble. Oui. Puis dans les cuves, j'ai vu que vous avez des modèles différents. Il y en a des plus grands, des plus petits. Oui. Pour des sortes de vins différents? Ou, Oui, des cépages différents. Je disais qu'on fait beaucoup de tests. Oui, OK. Donc, certains cépages qu'on a une plus grosse quantité, surtout les premières années. Donc, on vinifiait vraiment les cépages là, de façon individuelle pour vraiment voir les cépages, qu'est-ce qu'ils donnent. Donc, pour ne pas les mélanger, puis savoir cet arôme-là vient de quel cépage, on ne sait pas trop. Donc, on vinifiait vraiment de tous les cépages de façon individuelle. Puis après ça, on fait un assemblage des vins là, une fois que la fermentation est terminée. Là. OK, cool. Oui. Dans les 12 000 plants de raisin, quand vous avez tout collecté votre raisin, est-ce que ça rentre dans toutes les cuves que vous avez ou il faut que vous les remplissiez plusieurs fois avant de... Ça rentre dans toutes les cuves. Fait qu'on a assez de cuves, là, dans le fond, pour fournir votre... Oui, pour tous les plants. Qu'est-ce qu'on va avoir sur certains vins? On va les élever en fût de chêne. Donc, la plupart des vins vont être en cuve, mais j'ai un vin là, qui va être élevé là, en fût, donc qui va être en barrique là, à ce moment-là. En barrique comme de bois? Ou, exactement. Ça va chercher, j'imagine, un goût plus terroir, un peu plus fort, là, je devrais dire. En fait, ça va un petit peu plus assouplir le vin. Fait que c'est pour le vin rouge là, qu'on fait ça, un de nos vins rouges. Dans l'élevage en fût, il va y avoir une micro-oxygénation qui va se faire, puis ça va donner un petit peu plus de rondeur, dans le fond, au vin. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher là, par cet élevage-là. OK. Puis quand vous les remplissez, c'est une pompe qui amène le jus à l'intérieur? Exactement. Fait qu'on a une pompe avec un tuyau. Fait qu'on a des valves là, qui sont ici. Fait qu'on branche là, dans le fond ici. Et puis le jus là... Le jus qui rentre à l'intérieur. Maintenant, on a ça, mais les premières années, on était moins bien équipés, donc on le faisait tout à la main. Donc, on avait des seaux, on avait une échelle ici, puis on revenait verser là, le jus à la main. On était un petit peu fatigués à la fin de nos journées. Est-ce que la porte, j'ai vu qu'on pouvait l'ouvrir? Oui. Je suis curieux de voir. Oui, comme ça. L'entretien d'une machine de même, ça doit être avec... faut rentrer à l'intérieur, j'imagine, pour aller la nettoyer? Oui. Bien, en fait, le vin, je le fais aussi avec mon conjoint, Yannick. Fait que lui, il est bon là-dedans. Là. Fait que là, il rentre là-dedans complètement. Fait que pour aller laver, vide nettoyer... ou plein avant qu'il y va? Non, ça dépend comment il file, là. Mais donc, fait que quand c'est vide, puis vraiment parce que, en fait, une des étapes importantes dans le vin, c'est le nettoyage. Fait qu'il faut que vraiment tout soit vraiment très, très propre. Spick and span qui arrive, ça peut apporter après ça des défauts dans le vin si les nettoyages... L'oxydation non désirée, j'imagine. L'oxydation, là, plus ça, s'il y a de l'air qu'il peut avoir là, dans le vin. Mais donc oui, après ça, c'est en inox, donc ça se nettoie quand même assez bien. Là. Ouais. Fait que de l'autre côté, c'est où est-ce que vous gardez vos vins? Oui, fait que là, de ce côté-là, c'est plus l'élevage, là, dans le fond, des vins. Donc, justement, ici, dans les cuves, on a des vins, là, 2019, 2020, qui n'ont pas encore été, justement, embouteillés. Puis des vins aussi, là, qui sont gardés en fût. Y a-t-il une grande différence, admettons, entre un vin qui est gardé pendant, je veux dire, 1 an, 2 ans dans une grosse cuve ou dans une petite bouteille? Le goût change-tu d'une place à l'autre ou ça ferait... Bien, en fait, il peut y avoir plusieurs facteurs là, qui vont influencer. Qu'est-ce qui influence? C'est l'oxygène. Donc, s'il y a une aération, si c'est un bouchon de liège, le vin, il va évoluer. Donc, il va beaucoup changer à ce moment-là. Donc, peut-être après... Perd-tu de l'alcool en même temps? Ou Non, jamais. L'alcool, il va pas se perdre. Avec le temps, comme mettons un vin rouge, ça va s'assouplir, l'acidité va descendre. La couleur, des fois, on part d'un rouge un peu plus rubis à aller jusqu'à des teintes un peu même orangées. Quand on a le vin, là, je dis plus que 2-3 ans, là, fait qu'après plusieurs années.
Tandis que si c'est conservé dans un traditionnel twist, là, il n'y a pas d'air à ce moment-là. Donc, le vin reste intact. Strict, pareil. Oui, c'est ça, comme dans une cuve là, fermée. Là, il n'y a pas d'évolution qui se fait. C'est d'ailleurs pour ça que nous autres, dans les vins blancs, les vins rosés, on met le bouchon en twist. Oui, comme ça, on garde vraiment le vin intact parce qu'on veut vraiment garder toute la fraîcheur, les arômes du vin. Tandis que le vin rouge, on veut le faire encore un peu évoluer. Fait que là, on prend des bouchons liège sur nos vins rouges. All right. Puis dans les machines ici, c'est que des cuves pour les vins. Oui, fait que là, c'est le temps de l'élevage. Fait qu'une fois que les fermentations vont avoir été terminées, on les met ici dans d'autres cuves. Il y a après ça, qu'est-ce qu'on fait pour les rouges? Il y a une fermentation malolactique. Donc, c'est une transformation des acides là, qui va se faire là, durant quelques semaines. Après ça, plusieurs soutirages qu'on peut faire là, des vins. Pour vraiment, on laisse le temps. Fait que nos vins rouges, c'est au moins 2 ans. Donc, naturellement, le vin va se clarifier. Il va perdre un peu de son acidité, j'imagine? Ou Un petit peu, mais légèrement. Là, en 2 ans, c'est pas... mais il va y avoir un petit peu d'acidité qui peut être perdue. Entre-temps, on fait aussi un traitement au froid. Donc, on met vraiment les vins au froid pour faire précipiter le tartre dans les vins. On est chanceux au Québec. Ça, c'est un petit peu on va dire une petite pellicule qui tombe dans le fond d'une bouteille, peut-être? Exactement. Donc, c'est pas quelque chose qui affecte vraiment, là, même quand on voit ça des fois, qui peut en rester, puis qu'on peut voir ça dans le fond de la bouteille, c'est pas mauvais, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un petit peu de c'est une réaction normale, j'imagine. Exactement. C'est vraiment juste une précipitation là, qui peut s'avoir faite dans la bouteille si elle n'a pas été faite au préalable dans une cuve. Fait que nous, on la fait justement dans la cuve pour pas après ça qu'elle soit faite là, dans la bouteille. Au Québec, on utilise nos hivers pour faire... le froid. Exactement. Fait que... oui, c'est ça. On est différent des pays du viticole pour notre climat, nos étés, mais surtout nos hivers. Mais là, on en profite un petit peu là, pour nos hivers, là, pour les mettre au froid, là, puis faire une précipitation. Là. OK, cool. Puis ça, dans les barils, tu m'as dit que c'était les vins rouges qu'il y a dedans. En fait, un vin rouge, c'est le Terra Nostra, qu'on va élever là, en fût de chêne à peu près 9 mois. Là. Je suis curieux, les barils, c'est où vous les avez trouvés? En fait, on les fait venir là, des États-Unis, de la Californie. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est des fûts c'est des chênes français. Des chênes. Mais qui ont déjà été utilisés peut-être 1 an, 12 mois, 18 mois avant. Donc, nous, quand on met notre vin, le baril, il y a déjà... un arôme... Non, mais en fait, il ne va plus donner ce côté-là boisé. Que des fois, on va voir dans les... C'est un baril qui a de l'expérience, fait que son goût de chêne ne va pas nécessairement ressortir dans... Non, donc même si on goûte à ce vin-là, le côté boisé ne va pas ressortir. Fait que c'est vraiment juste pour la souplesse là, en bouche là, qu'on va l'élever en fût de chêne, mais pas le côté boisé vu qu'il a déjà été utilisé. J'avais déjà entendu ça, mais je me souvenais plus justement du rôle du baril déjà utilisé. Oui, fait que justement, c'est pour le Terra Nostra, le Marquette qu'on avait vu là, dans le champ, qui a des arômes vraiment très intéressantes, complexes. Puis on ne voulait pas non plus aller camoufler le côté, que le boisé vienne camoufler tous ces belles arômes-là. Fait que c'est pour ça qu'on utilise là, des fûts de chêne là, neutres. On a la belle vue pour commencer à goûter au vin. Fait qu'on va goûter au Terra Nostra. Qui est le même raisin qu'on a vu un peu plus tôt. Exactement. Fait que tantôt, on était dans le Marquette. Un peu, peut-être dans pas légende, là, mais dans l'habitude que les gens y ont là, quand ils veulent, comme dire si le vin est correct ou pas, on les voit, qui vont faire tourner autour du verre. Y a-t-il une explication à ça, un peu pourquoi? Ou, Bien, en fait, qu'est-ce qu'on regarde en premier, c'est la couleur. Donc, parfois, la couleur, la robe va nous donner des indices sur qu'est-ce qu'on va boire. Quand tu dis la robe, c'est le rebord qui reste un peu collé sur le verre? Exactement. Donc, quand on la fait tourner comme ça, fait qu'après ça, on peut aller voir les larmes
qui vont descendre là, sur le verre. Quand ils sont plus grosses, plus grasses, bien, ça nous donne un indice soit sur le sucre ou soit sur l'alcool là, qu'il peut y avoir dans le vin. OK. L'intensité de la couleur aussi, qui vont nous donner un indice sur l'intensité, qui des fois peut être trompeur, mais qui va nous donner un indice sur l'intensité aussi du produit. OK. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est faire le premier nez, donc de sentir, voir les premières arômes là, qu'on peut percevoir au premier nez. Il y a vraiment quelque chose d'alcoolisé, je dirais pas trop comme de l'alcool fort, là, mais c'est pas comme un petit vin doux, là, si je me trompe pas. Exactement. Fait que, on est, sur l'alcool, on est à peu près à 13 OK. On sent au premier nez là, déjà des arômes un petit peu fruités. Là, on peut déjà le brasser un peu. J'essaie de pas le renverser, là. Pourvu que qu'il soit un petit peu aéré. On va avoir des nouvelles arômes là, qu'on D'autres va... saveurs. Oui, c'est ça qu'on peut percevoir. Là. Fait que là, qui est intéressant à aérer. Puis on va sentir les arômes même un petit peu floral, un petit peu épicé, de poivre noir, qu'on peut sentir dans le vin. Après on se fait ça, un petit chin-chin. un chin. Je suis un plus grand fan de vin rouge que de vin blanc. Puis j'aime les goûts un peu qui me fait activer les papilles gustatives. Tu sais, Oui. l'eau qui vient en bouche pour comme aller chercher toute la saveur. Là. Exactement. Tu sais, tu as des tanins, mais comme je disais, sont souples. C'est rien vraiment d'agressif, mais en même temps, ça a du corps. Ouais. Donc, avec une pièce de viande, ça peut vraiment très bien aller. Ça peut très bien se prendre. Souvent, des fois, peut-être on a la perception que les vins rouges au Québec sont un petit peu, sont souvent légers. OK. Des C'est bons vrai vins, que ça mais m'est légers. déjà arrivé de tomber sur des vins un petit peu plus légers. Oui, fait qu'on en a beaucoup, mais on est capable de faire quand même ce type de vin-là qui est vraiment intéressant, puis justement qui peut s'accompagner là, avec un bon Quelque chose d'un peu plus coriace. Comme... Exactement. Dans l'aspect qu'on prend un cheeseburger puis qu'on prend étape par étape, je trouve que bien accompagné, oui, ça peut être une bière, oui, ça peut être des cocktails, mais un bon verre de vin rouge peut très bien s'accompagner. Exactement, comme ça, qui a une belle longueur en plus, donc avec un cheeseburger, écoute, c'est vraiment parfait. C'est win-win. Exactement. Excellent. Je suis très content que tu m'aies accueilli. Je te remercie beaucoup. Ça fait Puis plaisir. j'encourage tout le monde qui serait intéressé à vouloir encourager le locaux de venir ici même sur place pour se procurer vos produits puis découvrir ce paysage-là. Je pense que ça vaut la peine de faire le détour. Ben oui, tout le monde est les bienvenus à venir nous voir puis nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir là, de rencontrer tout le monde. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir.